On veut comprendre déjà techniquement ce que vous proposez, breveter, vous développez une technologie qui allie en fait la chaudière et la pompe à chaleur, c'est ça, pour essayer d'expliquer sans être trop technique. Oui, tout à fait. Alors le travail que l'on porte est celui de mon associé qui a mené un travail de recherche pendant 6 années, Jean-Marc Geoffroy, et il est arrivé au bout de ces 6 années à une solution d'efficacité énergétique. Si on pense à une chaudière, c'est un objet technique qui transforme une énergie à haute valeur calorifique qui fait 700 ou 900 degrés en température de flamme. On dégrade thermodynamiquement cette température jusqu'à 35 degrés, la température d'un radiateur. L'idée de Jean-Marc, c'est effectivement de partir de ces hautes températures et de s'en servir pour activer un cycle de pompe à chaleur. Donc notre technologie, ce n'est pas simplement une pompe à chaleur électrique qui est mise à côté d'une chaudière à condensation, c'est vraiment la fusion technologique de ces deux objets-là. Donc c'est une compression thermique qui est réalisée plutôt qu'une compression électrique, et cette compression thermique double le pouvoir calorifique du combustible. Double le pouvoir, mais divise aussi la consommation aussi. Finalement, c'est les enjeux, c'est que c'est plus performant, mais ça divise par deux, c'est ça, à la fois la consommation de chauffage et d'eau chaude sanitaire, c'est ça? Oui, exactement. Alors, on divise par deux la quantité de gaz qui est nécessaire pour fournir à l'habitation la même quantité de chauffage au niveau de ses radiateurs et la même quantité d'eau chaude sanitaire pour ses usagers. Pardon. Alors, c'est une innovation comme ça qui aurait peut-être pu être portée. Je parlais des grands groupes et des grandes structures. C'est pas si évident que ça d'évoluer dans la R&D. Il vaut mieux arriver un petit peu de l'extérieur pour avoir un regard neuf sur le chauffage. Oui, tout à fait. Dans son cas, effectivement, Jean-Marc a eu, comme nous sommes des entrepreneurs récidivistes, le temps de se mettre de côté pendant quelques années et d'arriver effectivement à repenser le problème dans son ensemble. En faisant cela, en fait, il est sorti du canevas finalement des chaudiéristes qui essayent d'optimiser de 97 à 98% leurs chaudières et des fabricants de pompes à chaleur qui essayent de passer d'un coefficient de performance de 3,5 à 3,6. Et donc c'est un regard complètement neuf qui est la suite de ce travail de long terme. Et au travers de ce regard neuf, on vient avec une solution qui, elle, est complètement innovante. Alors, une solution innovante, et en plus vous proposez, c'est ce que laissait entendre Olivier Duverdier, aussi une évolution dans l'énergie as a service, hein, comme on dirait en anglais. Voilà, vous dites ça peut coûter quoi, entre 3 000 et 5 000 euros. Donc pourquoi pas avoir un autre modèle, un modèle aussi d'abonnement en particulier auprès de ceux qui pourraient être intéressés par ce nouveau produit. Alors, on va pousser notre produit vers l'ensemble de l'écosystème. On n'essaye pas de prendre la place on va devenir un fabricant de chaudières, mais on ne va pas essayer de recréer l'entièreté d'un réseau de distribution à notre niveau parce que c'est un processus long, lourd et coûteux. Vous êtes combien au sein de votre start-up là? Aujourd'hui, nous sommes 27 personnes au sein de Boostit. Donc pour revenir au modèle, oui. Oui, pour revenir au modèle, nous devenons un industriel. Donc notre stratégie, c'est effectivement d'aller jusqu'à l'industrialisation de ce produit, et c'est l'étape suivante que l'on passe aujourd'hui pour pouvoir disposer à partir de fin 2016, début 2017 des premières productions massives de notre chaudière. En termes de positionnement prix, effectivement, la solution sera plus coûteuse qu'une chaudière à condensation qui est sur un budget de 3 à 5 000 euros et sera de l'ordre de prix d'une pompe à chaleur électrique de moyenne gamme. Sachant par ailleurs qu'on va fournir des services qui sont nettement supérieurs à ceux-là. Le problème principal des pompes à chaleur étant sa difficulté à fournir de la chaleur quand il fait froid, ce qui est un peu paradoxal, ou sa difficulté à fournir de l'eau chaude sanitaire en débit constant. Comme on fusionne deux technologies, la chaudière et la pompe à chaleur, on a tout le pouvoir calorifique du gaz qui est à notre disposition pour rendre des services de meilleure qualité à l'usager, et c'est ça qui est important. Voilà, donc on est une sorte de système un peu hybride. Et alors pour le gaz, hein, en particulier, vous appuyez quand même sur une grosse structure qui est GRDF, parce qu'on peut pas dans cet univers-là, quand on arrive start-up, rester un petit peu tout seul quand même. On est dans un écosystème. Oui, tout à fait. Et il n'est jamais bon de toute façon de rester tout seul. Il faut se connecter à son environnement, et on est avant tout une entreprise connectée. GRDF, en l'occurrence, avec qui on travaille depuis plus de 2 ans aujourd'hui, nous a apporté beaucoup de choses en termes de réflexion sur le produit, en termes d'analyse du marché. Alors, ils se positionnent dans le cadre de leur mission de service public attribuée par la Commission de régulation de l'énergie, qui leur demande effectivement de pousser le vecteur gaz en tant que vecteur utilisé en France. Et comme notre solution rend le gaz énergétiquement plus efficace, eh bien le partenariat était tout à fait évident. C'est que le gaz, on en parle beaucoup, hein. Énergie fossile, évidemment, la moins émettrice de CO2, donc on la met beaucoup en avant, puis on en aura besoin dans l'hybridation et dans ce mix énergétique. Gilles Béraud. Diminuer par 2, c'est très ambitieux. Ça concerne que les particuliers, ou votre technologie peut s'adapter aux tertiaires, aux grands immeubles,
ou même aux grands complexes d'habitation qui centralisent la génération d'énergie. Alors, on développe 2 gammes de produits. Aujourd'hui, la première gamme de produits est destinée au marché domestique, donc dans des gammes de puissance de 10 et 20 kW. Une deuxième gamme de produits qui est destinée au tertiaire, à l'habitat domestique, où on est sur des gammes de puissance allant de 50 à 250, voire 500 kW pour les produits les plus puissants. Mais si je comprends bien, on peut remplacer n'importe quelle chaudière. On peut brancher sur des radiateurs, sur un plancher basse température, sur ce qu'on veut. Le changement peut être très simple. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment une réflexion importante qui a été portée par Jean-Marc. C'est effectivement de s'assurer que cette chaudière puisse prendre la place d'une chaudière gaz quelconque, donc se positionner à l'identique, et puisse être intégrée également dans les réseaux de distribution. On parle de compression thermique, donc c'est peu ou prou un moteur finalement, où ça s'approche d'un moteur ou d'un compresseur. On n'a pas voulu transformer les chauffagistes et chaudiéristes en motoristes, ce n'est pas leur métier. Donc notre technologie, en fait, est encapsulée et peut fonctionner 15 années sans nécessité d'intervention sur la partie de compression thermique. Et ça, c'est un des critères très importants. Et si on est intéressé, on pourrait bénéficier de toutes ces aides dont on parle souvent, notamment les C2E, mais voilà, pour la mise en place de cette chaudière quand elle arrivera encore, parce que l'industrialisation, c'est pas encore tout de suite. Oui, tout à fait. Et les C2E en particulier, ils tiennent compte de l'utilisation de la ressource carbone, de la ressource fossile. Dans notre cas, en fait, on est la solution qui est la plus efficace d'un point de vue utilisation de ressources carbone, parce qu'effectivement, on a un facteur 2 sur le gaz qui est le facteur 1. Olivier Duverdier, cette entreprise, vous avez commencé à en parler, mais là, elle est emblématique, surtout un partenariat comme ça avec GRDF et mettre au point un écosystème aussi. Oui, elle est emblématique à plusieurs titres. La première, c'est qu'elle repense un modèle sans casser totalement l'écosystème, hein, donc ça c'est extrêmement habile. Deuxièmement, elle a été voir un acteur référent du marché pour apprendre, pour comprendre et pour venir en complémentarité. Et puis elle est emblématique aussi parce que c'est un projet industriel et on en a besoin en France, emblématique, qui va produire, qui va créer des dizaines et des centaines d'emplois avec des usines, et ça c'est important de le dire. Si on prend quelques chiffres de référence, les grands fabricants de chaudières européens, c'est des entreprises qui génèrent plus de 500 millions, voire plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Donc on est sur des marchés énormes. Le marché de la chaudière européen annuel, c'est de l'ordre de 10 milliards d'euros. Donc on peut créer en France, avec des ruptures, des acteurs qui ont des ambitions européennes, voire mondiales, extrêmement porteuses d'espoir pour notre pays et pour notre économie neutre en carbone. Alors justement, le calendrier, Luc Jacquet, là vous le voyez pour quand là? Vous avez espéré dès cette année commencer à installer comme ça les premiers générateurs, les usines, où est-ce qu'on peut les mettre en place? Enfin, essayer de voir un peu comment on peut avancer. Où on en est. Effectivement. Alors les premiers générateurs, les premières chaudières thermodynamiques, parce que c'est le nom qu'on leur donne, ces premières chaudières thermodynamiques seront installées durant cet hiver, hiver 2015-2016, chez les premiers particuliers. La mise en production de ces chaudières de manière plus conséquente, sera réalisée à partir du dernier trimestre 2016. Donc après une campagne d'essai. C'est déjà fabriqué en France. C'est fabriqué en France, oui. Aujourd'hui, c'est fabriqué en France, pas encore au travers des méthodes industrielles et pas au travers d'une ligne de production, parce que c'est sur cela que l'on travaille aujourd'hui. La mise en place de ces lignes de production. Donc c'est fabriqué à l'unité pour le moment. C'est quelques unités qui vont être installées, mais installées en France et installées en Angleterre aussi et fort probablement en Allemagne. Parce que notre ambition, c'est effectivement de devenir cet acteur européen très rapidement. Mais notre business développement, on ne le porte pas seulement en Europe, on le porte aux États-Unis et vers le Moyen-Orient. Alors juste un mot rapidement, vous aurez peut-être, j'imagine, besoin d'argent aussi pour votre développement là. Oui, tout à fait. Alors cette activité en fait où toute start-up se base sur cette énergie qui est l'argent, effectivement. On a réalisé 3 levées de fonds, on prépare aujourd'hui la suivante, donc on est en permanence en recherche d'argent. Mais faudrait combien là pour développer? Alors sans doute de l'ordre de quelques dizaines de millions d'euros. Donc c'est une étape très conséquente pour l'entreprise qui nécessite de se tourner vers d'autres types d'investisseurs. Merci à vous Luc Jacquet, donc directeur général de Boostit, Olivier Duverdier, cofondateur d'Ecosys Group et du Cleantech Open France, et Gilles Béraud, le président du Comité 21. On marque une nouvelle pause dans cette émission et puis nous parlerons des enjeux de la déconstruction de sites industriels avec Valgo et Ecofil Consulting. Ce sera dans un court instant sur BFM Business.